Alors Mathieu, tu es le premier Français et le plus jeune explorateur du monde à rallier le pôle Sud à ski. Effectivement, ouais. C'est pas mal. C'était il y a quelques années Bravo. déjà. Et je suis parti de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle Sud en solitaire et sans ravitaillement. Donc c'était une expédition qui a duré 2 mois. Waouh, tu t'es mis des... Ouais, je trouvais que c'était pas difficultés en suffisamment plus. difficile. C'était donc, pas assez. Voilà, exactement. Comment elle est venue cette idée? Bah, ça vient d'assez loin. Moi, ça fait 10 ans que je fais des expéditions et des aventures aujourd'hui. J'ai été Ok. biberonné aux aventures de Tintin et Milou quand j'étais gosse. Mes Ok. parents me racontaient que je lisais les BD sans savoir lire parce que je n'étais pas en CP. Ouais. Mais en fait, j'ai grandi comme ça avec cet univers d'aventurier et d'explorateur dans ma jeunesse. Et en fait, Ok. j'ai voulu en faire un mode de vie, une vie en grandissant. Et eux-mêmes voyager, tes parents? Mes parents sont des voyageurs. D'accord. Ils sont tous les deux médecins. Ils ont fait beaucoup d'humanitaire en D'accord. Afrique, à Madagascar, au Mali. Ils t'emmenaient avec eux? Alors, on partait pas avec eux, avec mes frères et sœurs, mais moi, j'ai vu mes parents partir quand on était régulièrement. petits et grandir avec voilà, une maman qui partait un mois tous les ans, mon père qui suivait aussi. Et donc, je crois qu'on a dans l'ADN familial un peu l'envie d'aller découvrir, de partir un petit peu voyager et d'aller voir un petit peu ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Ouais. Alors il y a une chose, c'est que oui, des rêves d'aventurier, on se dit enfant, on les a tous un peu, on a tous envie de voyager, de faire de grandes découvertes, mais en faire son mode de vie, c'est encore autre chose. Comment ça s'est transformé pour toi? Comment t'es passé voilà, vraiment un rôle d'aventurier concrètement, quoi? Mais j'ai mis du temps à vouloir assumer que je voulais en faire un métier parce que c'est pas évident en fait de se dire comment on passe en fait d'une vie un peu plus sédentaire à partir à l'aventure régulièrement. Et j'ai fait des études. J'ai eu la chance de faire d'abord une licence dans une fac anglaise qui s'appelle King's College. Ouais. Après, j'ai fait un master à Sciences Po. Ouais. Et c'était une manière de me rassurer en fait parce que j'avais la chance de pouvoir faire ces études-là, que j'étais plutôt à l'aise dans ces études et ça me plaisait bien. Et c'était une manière pour moi de me raccrocher à quelque chose de concret. Concret, ouais. Mais j'avais la chance aussi d'avoir beaucoup de temps l'été. Et donc, on avait parfois 3-4 mois de vacances l'été et c'était pas obligatoire de faire des stages l'été pour valider une année sur une autre. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais le temps que j'avais de disponible pour travailler en tant que serveur dans un restaurant, gagner un petit peu de sous et puis après, sur les semaines, les mois qui me restaient, partir à l'aventure. Et donc, ma première aventure, c'est quand j'avais 18 ans et je suis parti traverser l'Europe à vélo, tout seul, comme ça, jusqu'à Istanbul. Et c'était une aventure vraiment à l'instinct parce que je n'avais jamais fait de vélo sur des longues distances. Et pourquoi tu as choisi le vélo et Istanbul? Parce que Istanbul, c'était la fin de l'Europe, c'était la porte de l'Asie, c'était pour moi un point un peu symbolique. Okay. Et puis le vélo, parce que c'est un mode de déplacement assez humble. Tout le monde a déjà fait du vélo. Moi, je n'avais pas peur de me dire je pars à vélo. Je trouvais que c'était plus rassurant de partir à vélo qu'en stop, par exemple, parce qu'on dépend que de soi. Et puis si on pédale 50, 60, 80 ou 100 km par jour, et si on répète l'opération pendant un mois, on a fait 3000 km. Quoi. Donc on peut quand même parcourir des vraies distances et être un petit peu autonome parce qu'on peut emmener un petit peu de matériel. Donc ça, c'était ma première aventure et puis ça s'est enchaîné comme ça. Ça se prépare quand même un voyage pareil. On va pas jusqu'à Istanbul en vélo. Assez peu en vérité. Ton plan, non? Assez peu. Moi, j'avais vraiment l'envie de partir découvrir l'Europe et donc j'ai regardé un petit peu une carte et les itinéraires que je pourrais emprunter. Il y a pas mal de véloroutes qui existent. Et finalement, non, j'ai acheté des affaires sur le Bon Coin, j'ai emprunté le vélo d'un ami et puis je suis parti comme ça à la fleur au fusil. Alors après, il m'est arrivé pas mal de galères, mais c'est aussi ça qu'on va chercher. Alors c'est ce que j'allais dire. Moi, je me pose la question. Je me dis oui, dans l'absolu, on rêve tous d'un grand voyage. Mais bon, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou est-ce que vraiment la réalité a été à la hauteur du rêve? C'était la première aventure, et j'en parle parce que c'est celle qui a été un peu le déclic, mais celle qui a vraiment, qui m'a plus assis dans cette envie d'en faire une vie et un métier, c'était un tour du monde que j'ai pu faire en 4L pour promouvoir la microfinance. Où là, c'était un voyage d'1 an à travers 40 pays et 4 continents où je suis parti avec mon ami d'enfance rencontrer des micro-entrepreneurs qu'on avait soutenus financièrement. Donc, on était associés à 2 institutions de microfinance. On avait récolté 25 000 euros. On avait distribué à 150 micro-entrepreneurs qu'on rencontrait en fait sur notre itinéraire. Et là, on en a fait un documentaire et un livre, alors que ce n'était pas des projets qui étaient prévus au départ. Et en fait, de ces 2 projets est née vraiment l'envie d'en faire un métier. On peut voir ton doc? Ouais, ça s'appelle Microcrédit en 4L et c'est disponible sur les plateformes de streaming un petit peu partout. Trop bien. Donc de voyage en voyage, petit à petit, est-ce que ta façon de voyager évolue, change? On vieillit aussi, j'imagine. Donc Merci. Mais dans le bon sens du terme, on mature son voyage. J'imagine que ça se passe un peu différemment après. Au début, c'était vraiment des envies très profondes, faire le tour du monde en 4L, rallier le pôle Sud. Et c'est vrai que maintenant que je suis revenu de ces projets-là et qu'on m'a donné un micro justement pour en parler, je me dis que ces aventures peuvent servir à autre chose qu'uniquement faire des documentaires et parler sur des jolis plateaux. Et donc en fait,
fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'aventure, c'est un bon porte-voix en fait pour porter des causes environnementales ou écologiques. Bien sûr. Et aujourd'hui, je me place plutôt en qualité de vulgarisateur de la science par l'aventure. Observateur aussi peut-être. Observateur ou témoin peut-être. Et donc là, ces dernières années, c'était des documentaires sur la fonte des glaciers, parce que moi, c'est l'Antarctique et l'Arctique, c'est mes régions géographiques de prédilection. Et donc aujourd'hui, on s'attache avec mon équipe à faire des documentaires sur la fonte de glaciers ou sur la réalité en fait du changement climatique dans les zones polaires. Et donc ça passe par aller rencontrer des glaciologues qui travaillent sur des glaciers qui fondent. On a traversé les Alpes, par exemple, pendant le Covid, de Chamonix à Zermatt avec une glaciologue pour documenter la fonte des glaciers alpins. Et le dernier projet, c'était un projet qu'on a fait sur le glacier Fedtchenko, qui est donc le glacier qui est le plus long glacier de montagne du monde. Il fait 80 km de long. Il est au Tadjikistan, en Asie centrale. Et là, on est allé sur ce glacier pour aller raconter l'accès à l'eau en Asie centrale. Et c'est un documentaire qui vient de sortir et qu'on est en train voir aussi de projeter un petit peu partout. Ça donne très envie, en tout cas. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui après tous ces voyages? Comment tu fais pour garder l'appétit de partir, de galérer aussi? Parce que j'imagine que c'est quand même c'est assez complet parce qu'en fait, derrière tous ces beaux voyages, ces belles expéditions, il y a aussi une réalité qui est très commune à tous les gens qui sont ici. C'est-à-dire que pour monter ce genre de projet, il faut savoir se vendre, il faut savoir trouver des sponsors, il faut savoir communiquer. Donc en fait, moi, j'ai une activité qui est très proche de celle d'un entrepreneur aussi. Ouais, c'est ça concrètement, comment tu t'y prends alors? La majorité du temps, en fait, elle est passée derrière un ordinateur, à rencontrer des gens au téléphone et tout simplement à créer ses projets, rencontrer les bonnes personnes pour qu'ils puissent émerger. Et finalement, si on n'est pas à l'aise dans cette partie de préparation et de valorisation des projets aussi, parce qu'avec les documentaires, les conférences, les livres, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Quels arguments tu utilises pour justement convaincre les gens de financer tes... Tout dépend du projet. Tout dépend du projet. Quand il a une vocation de sensibilisation ou de pédagogie, là, on peut trouver des fondations, on peut trouver des entreprises qui sont engagées sur ces sujets. Parfois, c'est plutôt sportif, comme l'était l'expédition au pôle Sud. Et donc là, il faut être un peu plus créatif parce que c'est parfois plus difficile. Mais là, moi, j'avais travaillé avec un horloger qui avait fabriqué une montre pour l'expédition. Et donc, c'était une manière pour eux de mettre un tampon sur une montre qui m'aiderait à aller jusqu'au pôle Sud. Après, moi, je travaille beaucoup aussi avec les écoles, avec le milieu scolaire. Donc, je suis de Normandie. Donc, j'avais fait un partenariat avec le département de la Seine-Maritime. Et donc, il y avait pas mal de collèges en Seine-Maritime qui me suivaient pendant mon aventure et puis dans lesquels je suis allé au retour pour leur raconter ce qu'était l'Antarctique et les mondes polaires. Donc voilà, il faut trouver des manières de s'associer avec des gens qui puissent tirer un peu parti ou profit d'une aventure comme celle que je peux mener. Tu peux nous dire où tu vas la prochaine fois? Je retourne en Antarctique, cette fois en voilier, en péninsule antarctique, pendant 2 mois. Et donc là, il va y avoir un projet de film. Je pars aussi avec un photographe animalier qui s'appelle Jérémy Villet, qui lui est spécialiste des photos blanches dans la neige, un peu dans la même thématique que Vincent Munier. J'imagine que ça parle peut-être à plus de monde photo, ici. Oui. Voilà, et donc on va ramener un film justement sur la beauté de l'Antarctique et la faune qui est très présente, parce qu'en péninsule antarctique, il y a beaucoup d'animaux. Au pôle Sud, donc qui est au centre du continent antarctique, là où je suis allé, il n'y a pas d'animaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment au centre d'un désert. Il fait tellement froid qu'en fait, il n'y a rien qui puisse vivre et survivre. Donc l'aventure que j'ai menée en Antarctique, moi, c'était une aventure de solitude absolue, parce que les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent. Donc là, on va aller les voir en janvier. Bon, bravo, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Ça nous a fait voyager un petit peu, ça fait du bien. Bravo à toi, j'espère que ça en a inspiré quelques-uns et que ça encourage aussi au voyage. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. Très bonne journée à toi, vous pouvez l'applaudir bien sûr.